Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Guilde Secret de Scénaristes, épisode 9. Nous sommes dans les locaux de la Guilde française des scénaristes à Paris. Pour rappel, la Guilde, c'est l'unique syndicat de scénaristes en France qui représente près de 380 professionnels du cinéma et de la télévision. L'objectif de cette émission est simple, vous faire découvrir la réalité du métier de scénariste, la réalité du travail d'écriture, en bref, une plongée dans la partie immergée qu'est la création d'un film. Aujourd'hui, nous recevons Nathan Ambrosioni, réalisateur et scénariste de tout juste, attention, seulement 19 ans. Il a écrit son long métrage Les drapeaux de papier à 17 ans et il est devenu le plus jeune lauréat de la très sélective avance sur recette du CNC, une aide financière qui est ultra convoitée par les jeunes réalisateurs et scénaristes du cinéma en France. Alors oui, Nathan a eu mention très bien au bac l'année dernière, mais il n'a pas de connexion dans le milieu, il n'a pas fait d'école de cinéma comme l'a fait Miss. Ce jeune auteur est la preuve vivante qu'avec beaucoup d'audace et du travail, beaucoup de travail, on peut percer dans le milieu du cinéma. Ça vous a fait du bien de sortir, non ? Vous voulez pas aller directement aux questions intelligentes ? C'est moi le grand frère, Charlie. Tu souris. Souris. Voilà, on est avec Nathan qui a 19 ans et il a déjà sorti son premier long métrage qui est donc sorti en salle de cinéma il y a 2 jours. Ouais. Donc tu as 19 ans, ça veut dire qu'aux alentours de 30 ans tu seras déjà sur la Lune, hein, normalement. Donc ce film s'appelle Les drapeaux de papier. Et donc il a bénéficié de très bonnes critiques, donc déjà bravo et félicitations pour ce premier film. Donc comme je disais, tu as 19 ans, donc tu es assez jeune et donc j'ai tout de suite envie de te demander, alors je peux pas te demander voilà, si tu as suivi une formation, je pense que t'as pas tellement eu le temps de suivre une école, donc j'ai tout simplement envie de te dire d'où te vient en fait cette envie d'écriture, cette envie de faire des films. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours qui est quand même assez atypique, comment t'as démarré? Alors, j'ai vraiment commencé à me passionner pour le cinéma quand j'avais 12 ans. J'ai découvert un film d'horreur qui s'appelait Esther, dont je n'ai pas le nom du réalisateur, mais en tout cas ça s'appelait Esther avec Isabelle Fuhrman et ça m'avait fait très 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 peur. Oui, je me rappelle très bien de ce film-là, c'est avec une orpheline, ouais, voilà, qui on pense elle a 9-10 ans et qu'en vérité elle a 34 et voilà, elle s'appelle Luna. Et très bon film. Ouais, et surtout quand on est... Enfin, le film fait pas très peur, mais en tout cas, moi, c'est le premier film d'horreur que je regardais et j'ai eu extrêmement peur. Et c'est de cette peur-là qu'est née ma passion pour le cinéma, parce que je me suis rendu compte que le cinéma provoquait des émotions très très fortes, pouvait en tout cas provoquer des émotions très fortes, et ça m'a passionné. J'ai commencé à regarder des milliers de films d'horreur, tout le temps, et à saouler mes potes avec le cinéma, et voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, à mes 2 ans, que je me suis dit, j'aime le cinéma, donc je vais faire du cinéma. C'était pas plus conscient que j'aime le piano, alors je vais faire du piano. C'était vraiment... voilà, je me suis dit, ça me plaît, alors j'ai envie aussi d'essayer de faire des films. Et donc ça, c'était à 12 ans, et je crois que donc t'avais déjà réalisé avant Les drapeaux de papier 2 longs métrages autoproduits, c'est ça? Ouais, hein, c'est ça. Que t'as tourné à l'arrache, Oui, sans budget. Les drapeaux, c'est vraiment mon premier long. C'était Hostile et Thérapie que ça s'appelait, mais c'était des films... C'était des films qu'on a fait avec les copains le week-end et voilà, sans aucun budget, sans aucune production. Et donc ça, c'était vers quel âge que t'as fait ça? Alors, du coup, Hostile, c'était quand j'avais 13 ans, de mes 13 à mes 14 ans, et après Thérapie, c'était entre mes 15 et mes 16 ans. Donc t'as écrit ton premier scénario vers 13 ans, donc c'est ça? 13, oui, mais ans. c'était pas vraiment un scénario, tu vois, c'était plutôt... c'était pas des scénarios, c'était plutôt un truc qui ressemblait à ça, tu vois. Ça ressemblait pas vraiment à un scénario, c'était plutôt un document Word où je mettais là on va faire ça et machin dit ça, et c'était pas vraiment ça, c'était pas structuré comme un scénario, c'était plus des documents, parce que je savais pas, on m'avait pas appris, j'en avais jamais lu, du coup je savais pas trop comment ça marchait, et comme on était qu'avec les copains et qu'il y avait pas d'équipe technique ou quoi à qui je devais communiquer des informations, je disais juste à mes potes, moi j'avais ce qu'on faisait et je leur disais qu'est-ce qu'on allait faire, mais c'était pas vraiment des scénarios mis en page. Et alors, sur cette expérience, justement, c'est quoi la leçon la plus importante que tu as apprise? Tu veux dire par rapport à l'écriture et par rapport à l'écriture de... c'est qu'il faut avoir un scénario complet pour commencer à faire un film, parce que on commençait le tournage, en fait j'écrivais les scènes au jour le jour, en fait. Au fur et à mesure, ouais. Et du coup, les scènes avaient du mal à se lier entre elles, n'avaient pas souvent de lien.
les unes avec les autres, donc c'est ça que j'ai appris, et j'avais 13 ans, donc je m'en fichais, tu vois. Mais c'est vrai que après, c'est justement quand j'ai voulu créer les drapeaux de papier, c'est la leçon que j'en tirais, c'était que le but c'est d'avoir un scénario complet pour... ça paraît vraiment très très bête, mais en fait finalement quand on est adolescent on s'en rend vraiment beaucoup moins compte, ça peut paraître extrêmement évident, mais finalement moi j'ai commencé comme ça pour m'amuser, et c'est ça que j'ai compris, c'était qu'en fait le scénario c'était une base, c'était le commencement de tout et le plus important de tout, quoi. S'il y a un problème au scénario, il sera là au montage, enfin il sera là au tournage, il sera là au montage aussi, quoi, donc... Et donc en préparation de ton premier long métrage produit, tu t'es documenté, en termes pour apprendre en fait à l'écriture du scénario. Est-ce qu'il y a un ouvrage que tu as lu ? Est-ce qu'il y a une personne qui t'a aiguillé ? Comment tu as appris en gros à mettre en forme le scénario ? Non, j'ai pas suivi de formation, ni j'ai pas lu le livre. J'avais trop peur en lisant. Ce qui était un peu bête, mais j'avais peur en lisant un livre de me mettre des barrières et de me fixer des exigences d'écriture. Mais il y en a beaucoup qui disent ça. Hein. Ouais. Oui, pour qui justement lire des manuels d'écriture de scénario, des fois ça peut brider un petit peu l'imagination ou l'audace qu'on pourrait avoir dans l'écriture, etc. Et alors donc toi, comment t'as... Ça me faisait un peu peur, ça, et non, en fait j'avais regardé des interviews de réalisateurs que j'aimais bien, qui parlaient un peu de comment ils écrivaient eux. Et surtout j'ai découvert un logiciel qui s'appelle Celtix, qui était gratuit. Là il est plus gratuit, mais il était gratuit il y a encore 2 ans, et en fait qui me permettait de mettre en page, parce que je savais pas comment on mettait en page un scénario, du coup. C'est quoi, excuse-moi, Celtix ? C'est un... j'ai pas compris. C'est un logiciel sur internet, un logiciel internet, un site internet pour mettre en forme un scénario, comme un compte Google en fait, où tu te crées un compte Celtix. D'accord. Et tu peux créer des projets, et tu écris ton scénario là-dessus, et ça te met les personnages au milieu, enfin les dialogues au milieu, les noms de scène, l'intérieur, machin. Comme Final Draft. Exactement. Voilà. C'est ça, mais c'est donc ça. Donc toi, t'as utilisé ça, Celtix. Ouais, Celtix. D'accord. Celtix, parce que c'était gratuit et parce que je connaissais pas Final Draft. D'accord. Et je connaissais aucun autre truc, donc je me suis dit, et c'est comme ça que c'est en regardant ça, et il y a des exemples du coup sur ce site que j'ai appris à mettre en page le scénario, et après je faisais des essais et tout ça, et pour savoir qu'est-ce qu'il fallait écrire, qu'est-ce qu'il fallait pas écrire, est-ce qu'il fallait être littéraire, est-ce qu'il fallait être très très concis. J'ai regardé un peu les exemples qu'il y avait sur le site, et j'ai compris qu'on pouvait faire un peu comme on voulait, et en même temps pas vraiment, parce que on peut pas faire n'importe quoi, il y a des codes pour l'écriture d'un film, mais en tout cas il y avait des scénarios qui étaient plus ou moins littéraires que d'autres, il y a des scénarios qui sont plus ou moins concis que d'autres, il y en a qui sont plus ou moins explicatifs, donc je me suis dit mais j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément des méthodes qui étaient, en tout cas c'est comme ça et pas autrement. Par exemple, on n'est pas obligé de faire 2 lignes de didascalie si on veut que ce soit plus précis, même s'il faut pas que ce soit un livre, un roman non plus, mais en tout cas je me suis dit autant faire comme je l'entends, et est-ce que ça marchera, est-ce que ça marche pas, ça marchera pas, on verra bien. J'avais 17 ans de toute façon, donc je pensais même pas que le film allait se faire, donc je me disais juste je vais essayer comme ça, je vais essayer que ce soit le plus professionnel possible, que ça ressemble le plus possible à un scénario comme un autre, et voilà. Et est-ce que tu peux me donner un exemple d'une mise en forme que tu as apprise pour écrire ton scénario, qui t'a servi par exemple, qui te semble importante? Une mise en forme dans la globalité ou Ouais, voilà, dans la... non, je sais pas, c'est-à-dire que justement sur Celtix, ce qui était bien, c'est que c'est un peu comme sur Final Draft d'ailleurs, tu mets caractère et ça te met directement en milieu de page pour écrire le nom de ton personnage. Tu vas à la ligne et ça te met directement en un quart de page un quart de marge pour écrire ta ligne de dialogue. Tu vas à la ligne et ça te met sur une action où tu t'es complètement à la marge. Non, je pense que c'est les logiciels ce qui est bien avec ce genre de logiciel, Final Draft, Celtix et tout ça, c'est que ça t'aide à mettre en page, et que t'es pas sur une machine à écrire, je sais pas comment ils faisaient, à taper des espaces, taper des espaces pour aller au milieu, je sais pas. Mais... Et est-ce que dans ton scénario, tu écris déjà des idées de mise en scène, ou alors est-ce que c'est vraiment purement narratif, quoi, on va dire, ou est-ce que déjà tu mets par exemple que là il y aurait besoin d'un gros plan ou d'un zoom ou d'un travelling, ou est-ce que tu précises ce genre de choses, voilà, genre d'idée de mise en scène? Non, c'est-à-dire qu'au début je le faisais et j'ai vite compris qu'en fait c'était
pas trop le but du scénario. Et du coup, souvent, mais par contre, j'ai du mal à écrire une scène si je vois pas comment elle va être à l'image. Comment elle va être filmée? Ouais, j'arrive pas à écrire la scène et me dire si quand je l'écris, je sais pas comment j'ai envie de la filmer, je pourrais pas me dire, j'arrive pas à continuer à l'écrire. Je me dis pas, bon, bah, je verrai plus tard. J'y arrive pas, du coup, j'ai un logiciel, j'ai un Word ouvert à côté où là, je fais mon découpage en même temps que l'écriture, que je reviendrai dessus plus tard avec mon chef-op et tout ça, mais je fais un découpage qui me permet ça et qui me permet d'aiguiller mon écriture. Comme ça ne c'est pas au scénario, mais par exemple, au lieu de dire c'est un gros plan, je mets on sent Vincent qui respire très fort et ça indique plus ou moins qu'on va être proche de lui et tout ça. C'est plutôt, j'essaie d'être le plus littéraire possible au scénario et en même temps de mettre quand même pas mal d'indications pour les acteurs et pour la lumière, pour le chef-op, pour déjà que sur le scénario on ait des idées assez visuelles, assez précises de ce que ça va être. Un exemple d'idée pour le chef-op par exemple, je commence souvent les scènes par déjà forcément l'heure de, le jour, le nuit, mais souvent je commence la première phase d'une scène, c'est une indication temporelle très précise. Par exemple, c'est le soleil et les derniers rayons du soleil, le soleil est en train de disparaître, les derniers rayons du soleil entrent dans la pièce. Tout est orange et nos personnages sont en contre-jour. J'essaie de mettre des trucs un peu comme ça pour commencer les scènes, parce que moi déjà ça m'aide visuellement, j'y arrive pas sans. Et en plus j'aime bien le fait que toute l'équipe en lisant puisse imaginer la scène, pas n'importe comment, mais avec une idée quand même assez précise de se dire on sait que l'ambiance elle sera feutrée, elle sera tamisée, ou alors au contraire ce sera un grand ciel bleu un peu écrasant. J'aime bien cette idée-là que quand même toute l'équipe puisse partager une idée visuelle et pas seulement que ce soit avec mon chef opérateur en douce comme ça avec notre découpage et que même la maquilleuse qui a finalement pas à voir avec qui n'a pas trop de rapport avec non c'est pas vrai parce que la maquilleuse c'est pas vrai la costumière par exemple, son costume est le même le jour 1 que ce soit la nuit ou le jour, mais en tout cas qu'elle puisse se dire cette ambiance ça sera comme ça, cette scène sera retransmise comme ça à l'image. Alors on dit souvent que dans le cinéma il est primordial d'avoir une sorte de mentor pour entrer en fait dans le milieu du cinéma, que c'est une nécessité. Est-ce que toi par exemple il y a une personne qui a fait office de mentor pour toi pour te faire rentrer, pour te faire rencontrer les bonnes personnes, pour te faire produire ton premier long métrage? Comment... je viens pas du tout de ce milieu-là. Mes parents, ils travaillent pas là-dedans. J'ai ni frère ni sœur qui travaillent là-dedans, ni oncle, ni tante, ni personne. Bref, j'ai aucun lien. Et je viens du sud de la France, à la campagne. Donc j'avais vraiment aucun lien avec ce milieu-là. Et je ne connaissais pas les on-dit, les machins, les trucs, les a priori, est-ce qu'il faut faire des écoles, est-ce qu'il faut avoir un âge minimum, est-ce que le truc. Donc je me disais juste, moi j'ai envie de faire du cinéma et je vais le faire. Donc j'ai pas eu de mentor, j'ai envoyé mon scénario par mail, j'avais ciblé des boîtes de prod dont j'aimais bien les films et qui n'étaient pas des Gaumont Pâté qui avaient fait 55 000 films et qui allaient de toute façon jamais me répondre parce qu'ils sont débordés de travail. J'avais ciblé des films indés, de toute façon moi c'était ce que j'aimais, c'est les films indépendants. Les films indés, c'est bizarre, en tout cas les petits films, je savais que j'allais faire un petit film, petit budget, machin. Donc j'avais ciblé des boîtes de prod qui avaient fait ce genre de film, qui commençaient le long métrage ou alors qui faisaient ce genre de long métrage et dont j'aimais les films, et je m'étais dit j'ai envoyé mon scénario par mail et par exemple Stéphanie Doué qui elle a accepté de faire le film et c'est elle ma productrice, j'ai appelé Sensito toutes les semaines en disant j'ai envoyé un scénario, peut-être que ça va vous plaire, on sait jamais, puisque j'avais personne pour appuyer en fait ma candidature, si on peut dire ça comme ça. Donc j'avais pas le choix que de... Je savais que le cinéma viendrait pas me chercher parce qu'ils ont rien à foutre, donc c'est normal, il y aurait plein de monde qui veut faire du cinéma, donc ils ont plein d'autres gens à aller chercher, mais bref. Donc en gros, il est possible de réussir dans le cinéma en envoyant son scénario par mail ou par la poste, si je comprends bien. À force de persévérance et en travaillant et en appelant et en n'ayant pas peur de se prendre des murs à dire... parce que je savais que... T'as reçu d'ailleurs des avis négatifs, on va dire, d'autres prods? J'ai reçu des non-réponses, surtout des ignorances totales, parce que forcément... Mais ce que je comprends complètement, moi j'avais 17 ans, j'étais en terminale, je comprends qu'on n'a pas forcément envie de perdre... Mais d'ailleurs, attends, quand t'envoyais ton scénario,
tu stipulais pas forcément quel âge tu avais, si, quand même. Tu disais quel âge tu avais. Ça dépend. Au début, je faisais cette erreur-là et je voyais que je me prenais vite des vents. Et du coup, après, peut-être moins, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, on me demandait parce que j'avais une voix encore plus juvénile que celle que j'ai maintenant. Donc, on me demandait forcément, mais je comprends pas, vous avez quel âge ou quand j'envoyais mon CV, parce que j'envoyais jamais un scénario tout seul. Pour moi, un scénario tout seul, ça veut. Quand même, c'est-à-dire que. T'envoyais une note d'intention. J'envoie une note d'intention, j'envoie un moodbook parce que je trouve que. Attends, excuse-moi, t'as envoyé un moodbook, c'est ça ? Alors, qu'est-ce que c'est un moodbook ? Un moodbook, c'est un sorte de petit livre que je décrirais comme. C'est toutes mes influences photographiques et cinématographiques qui sont dedans. D'accord. C'était une centaine de pages avec 2 photos sur chaque page, avec tous les intérieurs jour, toutes les photos en intérieur jour, toutes les photos en extérieur jour, toutes les photos en intérieur nuit, extérieur nuit qui me plaisaient. J'ai vraiment fait un énorme photos travail. De films qui t'inspirent et ou des photographies comme celle de Nan Goldin, Stephen Shore, tout ça, vraiment des ambiances. D'accord. Ou qui s'apparentaient à des scènes précises. Il y avait des notes en dessous des photos, genre scène 59, quand Vincent est au bar, c'est ça. D'accord. Des fois c'était des idées de plans, des fois c'était des idées d'ambiance. Il y avait aussi une partie pour les costumes, il y avait aussi une partie pour les looks, une partie pour les attitudes des personnages. J'avais fait tout un livre comme ça, et parce que un scénario, ça reste des feuilles de papier ou blanches avec des écritures, enfin écrit en noir dessus. Donc pour moi, j'avais trop peur que ça parle pas assez, qu'on se dise est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas, mais à visualiser. C'est un scénario et voilà. Du coup, j'avais fait un dossier un dossier complet que j'envoyais et sans avoir eu le beau piston est bizarre, mais de personne en tout cas qui a qui t'a mis le pied à l'étrier ou quoi. Ouais. Et alors tu sais, on dit souvent que le milieu du cinéma, c'est un milieu quand même qui est assez intimidant, surtout quand t'es jeune, scénariste ou réalisateur et que t'as envie d'entrer dans ce milieu. Comment tu fais toi ? Comment t'as fait pour avoir une telle confiance en toi et en fait d'avoir un peu cette audace d'oser proposer ton scénario, de te le faire produire, etc. Enfin, je veux dire, est-ce que tu as eu des doutes, en fait ? Est-ce que tu as eu des doutes sur ta capacité à concrétiser ce projet, à le réaliser, ou pas du tout ? Ou alors, est-ce que ça s'est fait très naturellement et t'as pas eu d'angoisse ? Non, c'était... en fait, c'est pas que j'avais confiance en moi, parce que je suis pas forcément la personne la plus confiante, mais c'est juste que j'étais complètement insouciant de me dire et justement je me disais pas le film va se faire, je me disais on verra. J'ai très 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 envie de le faire, j'adore le cinéma et si ça se fait c'est formidable et peut-être que ça se fera pas et peut-être que, mais en tout cas je vais tout faire pour, c'est-à-dire que j'avais envie vraiment de vraiment voilà, tout faire pour le faire parce que je me disais que si ça ne se faisait pas, ce ne serait que de ma faute, ce serait pas la faute de quelqu'un d'autre, ce serait pas ça ne tient qu'à moi si ça va se faire. Et c'est ce que je me disais, et c'est en me disant ça, et en étant complètement insouciant, justement, comme je disais tout à l'heure, des codes de l'âge, de l'école, des a priori, des machins, de pas connaître le milieu du cinéma. Est-ce que c'est un milieu intéressant ? Enfin, est-ce que c'est un milieu de gens bienveillants ? Est-ce qu'ils sont malveillants ? Est-ce que machin ? Est-ce qu'ils vont te décourager ? Ouais, voilà, je me dis juste, moi j'ai envie de faire un film. Mais d'ailleurs, est-ce que tu as rencontré des gens qui t'ont un petit peu découragé ou déstabilisé ? Pas forcément par rapport à ton âge, mais par rapport à ce que tu leur montrais de ton scénario. Et est-ce que enfin, tu vois ? Mais c'est plutôt des gens qui ne sont pas dans le cinéma qui ont essayé de me décourager, ouais. Ah, d'accord. C'est plutôt... comme moi je connaissais de toute façon personne du milieu du cinéma avant de faire ce film, je ne pouvais pas rencontrer quelqu'un du milieu du cinéma qui allait me décourager. Mais par exemple, je voyais des personnes, je rencontrais des gens, ou alors des amis au lycée qui voulaient faire des courts-métrages et qui me disaient que non mais ça ne marchera jamais, on fera jamais du cinéma parce qu'on vient pas de Paris, parce que truc. Ou alors j'ai rencontré des gens qui n'ont pas forcément réussi à aboutir dans un projet, qui me disaient que c'était impossible parce qu'ils n'avaient pas réussi, donc personne ne peut y arriver. Enfin, plutôt des trucs comme ça, parce que finalement j'ai eu la chance, en envoyant mon scénario, qu'il arrive jusqu'à Adéquat, qui est une agence qui représente des comédiens, des réalisateurs et des scénaristes, et que Laurent Grégoire, qui est un des plus gros agents de Paris, ait envie de me rencontrer, en fait, parce qu'il avait lu mon scénario et ça lui avait plu, avec Élise Fécamp, qui est maintenant mon agent.
Il a demandé à ce que je vienne le voir à son bureau à Paris et Ça, c'était avant que c'était en même temps que j'ai rencontré Stéphanie. En même temps, C'était d'accord. quand le scénario est arrivé à sa boîte, c'est parce que le scénario est arrivé à sa boîte et parce que je voulais Corinne Maziero dans mon film. Parce que c'est une comédienne que j'adore, que le film, elle était chez Adéquate à ce moment-là. Et voilà, bref, le scénario est arrivé entre leurs mains et j'ai eu la chance du coup de rencontrer Élise Fécamp et Laurent Grégoire qui représentent des immenses personnes du cinéma, qui représentent des grands réalisateurs et des grands comédiens. Et que eux ils m'ont dit nous on sera avec toi et tu vas le faire ce film Et ça c'était avant de signer entre guillemets chez non c'était juste après du coup. Stéphanie. Ça c'était juste après. C'est-à-dire que ils m'ont demandé à ce qu'on se rencontre et je suis monté, j'ai rencontré Stéphanie, eux, et du coup ils m'ont pas aidé à faire ce film là parce que évidemment ils pouvaient pas, on s'est rencontrés au moment où le film était déjà se lançait. Ouais. Était déjà écrit et je l'avais envoyé à Stéphanie et c'était bref. Mais en tout cas, ils ont été d'un soutien moral à partir du moment où ça s'est lancé, à me dire allez, accroche-toi, tu vas voir les finances. Parce que là, on partait en financement avec Stéphanie, c'est pas facile, mais accroche-toi, nous on est là. Et maintenant, ils sont avec moi tout le temps. Et je pense que les premières personnes que j'ai rencontrées, j'ai eu la chance qu'elles soient très bienveillantes et hyper encourageantes et jamais. Enfin, peut-être qu'il y en a eu, mais en fait, par contre, je suis quelqu'un d'assez positif, ça m'a aidé ça aussi. Je suis hyper. Ouais, faut pas faire attention à ceux qui te disent c'est qu'ils cool, sont... quoi. C'est un privilège en plus de faire du cinéma, c'est quand même... Il y a des métiers vraiment beaucoup plus difficiles, je pense que Non mais comme quoi c'est possible et il faut y croire, voilà. Donc du coup, ce premier long métrage produit, Les drapeaux de papier, est-ce que tu peux me dire d'où t'est venue l'idée de ce film ? Pourquoi raconter cette histoire ? Alors, j'avais du coup 17 ans et je me posais beaucoup de questions sur la liberté parce que je savais pas, parce que j'allais acquérir une certaine forme de liberté à mes 18 ans, forcément, même si mes parents m'ont jamais bridé ou m'ont jamais empêché de faire quoi que ce soit, bridé, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas ils m'ont jamais empêché de faire quoi que ce soit, mais bref, aux yeux de la loi, aux yeux de j'allais avoir mon appartement, donc ça me faisait un peu peur, ça me fascinait, je me demandais ce que c'est. Voilà, je me posais beaucoup de questions là-dessus. Et je suis tombé sur un article qui était le portrait d'un prisonnier qui faisait une sortie sèche, une sortie sans aide de l'État, comme Vincent, une sortie de prison sans aide de l'État. D'accord. Et ça m'a bouleversé. Et la manière dont il parlait de la liberté, finalement, à moindre mesure, parce que j'avais pas vécu tout ce qu'il avait vécu, mais je me reconnaissais dans son témoignage. Enfin, c'est-à-dire que quand il parlait de la liberté, vraiment, ses questionnements, j'avais l'impression de me poser les mêmes questions. Et lui, il avait en plus toute la force de son existence, de son entrée en prison, de tout ça. Et bref, et je me suis dit, j'ai envie d'écrire là-dessus. J'ai eu un déclic sur ce sujet-là. D'un article d'un journal, t'as donné, on va dire, toute l'inspiration pour écrire un long métrage, quoi. Ouais, c'est ça, parce que c'était un long portrait. Oui, c'était vraiment un truc très développé. C'était sur Libé, Internet. Et voilà, le sujet m'a bouleversé et j'ai commencé à me documenter, à regarder plein de vidéos. Grâce à Internet, j'avais la chance, j'avais aucun lien avec le milieu carcéral, mais Internet me permettait de tomber sur des vidéos, de trouver d'autres articles et d'autres témoignages de prisonniers qui parlaient de leur sortie sèche de prison, ou comment ils s'étaient dit, à quel point c'était difficile, à quel point c'était effrayant, à quel point c'était excitant. Et ça m'a conforté dans l'idée que j'avais envie d'écrire, que j'avais envie que le personnage principal de mon film soit un prisonnier qui sorte de prison, et que l'autre personnage, parce que je voulais qu'il y ait un personnage, j'adore les rôles de femmes au cinéma, et je voulais qu'il y ait un homme et une femme, qu'il y ait un personnage principal féminin aussi, et j'avais ma sœur qui m'inspire énormément, qui s'appelle Romane, qui a le même âge que Charlie, qui veut faire les mêmes choses que Charlie, qui lui ressemble en certains points. Et voilà, j'avais ma sœur que je connaissais, Vincent que je devais apprendre à connaître, la relation de fraternité que je connaissais un peu, et voilà. Donc là, tu as tous tes éléments pour construire ton scénario. Donc comment tu as écrit justement ce scénario ? Est-ce que tu es passé par toutes les étapes classiques de l'écriture, c'est-à-dire pitch, synopsis, séquencier, continuité dialoguée, ou est-ce que tu as sauté des étapes ? Est-ce que tu as procédé autrement ? Mais j'avais justement pas conscience de ces étapes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je rassemblais un peu des... Alors, comment j'ai commencé exactement ? C'est-à-dire que au début, ce que j'ai fait, c'est que je mettais des scènes comme ça,
des envies que j'avais. Quand j'ai commencé à regarder, déjà je prenais des phrases clés des articles. Je collectais déjà des phrases, des témoignages des prisonniers qui me plaisaient beaucoup, ou c'était des situations qui vivaient, ou c'était des phrases que je voulais retrouver dans le film. Je les mettais sur mon doc, là où j'avais mon découpage, où j'allais faire mon découpage après. Je mettais des scènes, des envies de scènes que j'avais envie de voir, une scène de dispute autour d'une voiture, une scène de drift sur un parking, ou des choses qui m'étaient arrivées, ou des choses que j'avais vues dans mon entourage, ou des trucs comme ça, des moments marquants. Voilà, moments déjà d'établir des scènes fortes. Juste des trucs comme ça, des envies visuelles. Je mettais plein de choses. D'accord. J'ai envie de les voir faire ça, j'ai envie de les voir rire, j'ai envie de les voir se marrer autour d'annonces téléphoniques, de machin. Donc je mettais des trucs un peu en vrac au début, ça c'était mon premier jour. Parce que c'était pendant les vacances de Noël que j'ai écrit le film. Et oui, d'ailleurs, tu l'as écrit en combien de temps la V1, du coup, c'était 2 semaines. 2 semaines. Je connaissais vraiment pas le temps, les codes, les machins. Avec les dialogues, tout en 2 semaines. Ouais, mais avant ça, avant de te lancer dans la V1, t'avais... Non, donc t'avais pas écrit... C'était au début des vacances. D'accord, mais t'avais pas écrit... Enfin, est-ce que t'avais déjà dans ta tête, on va dire, le plan, tout le plan du film ? Toute la structure, ou je sais pas, est-ce que t'avais... Non, les 2 semaines comprend le moment où j'ai commencé à travailler. Ah, jusqu'au d'accord. moment où j'ai dit c'est bon, j'ai... Ça y est, tu as tout ton scénario qui allait évoluer ensuite. Oui, mais oui, en tout cas, la première version, c'était ça. Ouais, c'était pendant les vacances de Noël. Parce que vraiment, je me suis dit, ces vacances-là, je commencerai à écrire quelque chose. Ensuite, je me doutais que j'allais pas me lancer dans le scénario directement, dans le scénario complet. Ça me faisait un peu peur. Alors, pour retarder un peu ce moment, j'avais fait... C'était pas un séquencier, c'était plutôt pareil, c'était un doc où c'était comme un synopsis long de 5 pages où j'écrivais un peu tout le déroulé. J'écrivais au début, il va se passer ça, puis ensuite ils vont faire ça, puis nanana, jusqu'à la fin du film. Ouais. Et après, je me suis lancé directement dans l'écriture et pas passer par. Je savais pas qu'en fait, il fallait ne pas. Enfin, je savais pas qu'on mettait plutôt les dialogues après, ou qu'on dialogue. J'avais pas conscience de ça, du coup, tout est arrivé en même temps, dialogue et tout ça. De toute façon, j'arrive pas à écrire une scène s'il n'y a pas les dialogues. D'accord. Ça part souvent des dialogues autour de la scène. J'adore, moi, quand c'est bavard, quand ça parle beaucoup et tout, donc souvent ça part autour des dialogues. Et voilà, j'ai écrit comme ça, en mettant ce que j'avais envie de voir et en restructurant au fur et à mesure et en me disant, ah mais là ça colle pas. En relisant et surtout, essayer de. En fait, c'est vraiment sorti d'une traite, j'avais tellement envie d'écrire que c'est arrivé comme ça, sans plus vraiment le conscientiser ou me dire les éléments dramaturgiques et tout ça. Je savais qu'il fallait créer des moments, j'avais compris, j'avais regardé plein de films et j'avais écouté des gens parler là-dessus. Mais tu t'es basé sur une structure en 3 actes par exemple, ou pas forcément, tu t'es laissé vraiment... C'est ça. Enfin, avec le nœud dramatique. Non, j'avais pas vraiment... En fait, je m'étais dit juste... J'avais séparé mon récit en 3 parce que je n'avais pas trop compris ce que c'était les 3 actes à ce moment-là. Mais je me disais juste il faut faire 3 actes. Donc, j'avais pas compris qu'il fallait un momentum, machin, des trucs. Donc, je faisais juste 3 moments qui n'avaient pas vraiment de... Bon, c'était pas vraiment séparé comme il fallait, mais en tout cas... Au final, ça s'était structuré, pas naturellement, mais ça s'était mis comme il faut. Et puis de toute façon, justement, moi j'écrivais un drame intimiste, j'écrivais pas Transformers où il faut tenir le spectateur, où il faut un moment drôle, moment qui fait peur, un moment truc pour que le spectateur il machin truc. Enfin, j'écrivais juste le film que j'avais envie de voir, qui parlait d'un frère et d'une sœur, et voilà, c'est ça. C'était pas... Et alors ce scénario-là, donc tu l'envoies à Stéphanie, la productrice. Est-ce qu'il y a eu de la réécriture ? Oui, par contre, voilà, justement. Ouais. Comme moi, je lui envoie cette V1. Ouais. Cette V1 que j'avais écrite rapidement, voilà, c'était... Là, maintenant, le but, c'était que ça devienne un scénario solide, qu'il fasse un film solide. Il fallait... donc là, elle m'a poussé dans mes retranchements, elle me pose des questions, elle me dit qu'est-ce que tu veux vraiment raconter dans chaque scène. Elle me dit peut-être que là il manque, peut-être que là le rythme ça va moins, peut-être que là il faut... Et elle a jamais écrit avec moi parce que ce n'est pas son travail, de toute façon, c'est pas son but et elle n'est pas du tout scénariste. Elle t'a fait comme une fiche de lecture ou... Non, en fait on s'est rencontrés, on s'est parlé, elle m'a dit ok on y va, et le lendemain on s'est revus et là elle m'a dit... ce qu'il faudrait améliorer. Elle me dit là sur le scénario, voilà moi ce que j'en pense. En fait c'était pas réécrire ou restructurer, c'était aller plus loin dans chaque idée et faire en sorte
que le film soit structuré du début à la fin, qu'on n'ait plus de moments de mou, que machin chose, que voilà, moi j'avais 17 ans, donc il fallait maintenant faire en sorte que ça ressemble plus à un scénario de quelqu'un qui est 17 ans, et j'ai eu la chance que Stéphanie, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle me posait les bonnes questions. C'est qu'elle elle a jamais voulu prendre ma place, elle a jamais écrit, elle a jamais touché un clavier, hein, c'était pas du tout son rôle, mais elle me posait les bonnes questions et elle me disait ok, là travaille dans ce sens, enfin là regarde cette scène, qu'est-ce qu'elle raconte et tout ça. Et bref, ce qui fait que moi j'écrivais dans mon coin, je continuais, j'y pensais et ça a duré 2 mois, de 1 mois et demi, 2 mois comme ça, d'aller-retour, et après on est parti en financement. D'accord. 2 mois de réécriture. Okay. Ouais, 2 mois de réécriture. Ouais. Parce que j'avais mon bac en même temps, du coup. Ah oui, en plus, donc en plus tu passais ton bac en même temps. Ouais. Un bac où tu as eu mention très bien, il me semble, c'est ça? Oui, comment tu... Ah bah parce que je sais tout. D'accord, ouais. Bac, non, par contre, je sais pas quel bac tu as passé. L. Un bac L, en plus. Ça ne me sert à rien, du coup. On nous a toujours dit la mention sert à quelque chose, ça ne me sert à rien du tout, sauf à le dire. Sauf à l'ego. Peut-être. Ouais, voilà, ça sert juste à ça. Tu es, je crois, oui, la personne la plus jeune de France à avoir obtenu l'avance sur recette du CNC. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience? Comment ça s'est passé? Et comment t'as fait en gros pour les convaincre? Est-ce qu'il y a un oral à passer? Enfin, alors, ouais, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? C'était, en fait, ça se passe sur plusieurs temps. Le CNC, c'est qu'il y a on dépose et il y a... attention, je dis... Non, c'est pas des mauvaises informations, je suis sûr de moi. Il y a des groupes de lecteurs qui lisent d'abord les scénarios qu'on dépose et qui le font monter en plénière. Et qui sont des personnes différentes de la plénière. Sauf qu'il y a une personne, par exemple, je crois que c'est 5 personnes dans un groupe de lecteurs qui lisent une vingtaine de scénarios et qui en choisissent 1, 2, 3 ou 4 à faire monter en plénière. Et il y a une personne de ce groupe-là qui fait partie de la plénière. Bref, donc le scénario passe d'abord cette épreuve-là. On monte en plénière. Et le plénière, c'est un oral, c'est-à-dire qu'ils lisent tous, il y avait Laurent Conté, il y avait des critiques de cinéma, il y avait Jean-Marc Lalanne des Inrocks par exemple, il y avait Teddy Lucie Modeste qui a fait Jimmy Rivière avec Guillaume d'ailleurs. Bref, c'est des personnalités du cinéma, des professionnels, des critiques, de la littérature aussi. Devant qui tu dois passer Devant qui on passe. Donc en fait, alors voilà, le scénario monte en plénière et ce groupe-là de gens, donc présidé par une présidente et une vice-présidente, et ils sont, je crois qu'ils étaient, je suis pas sûr, mais je crois qu'ils étaient une dizaine. Ouais. Ils lisent tout le scénario, donc ça c'est la plénière, et ils nous convoquent pour un oral, où on arrive à l'oral. Et qu'est-ce qu'il faut dire à cet oral? Et ben voilà, c'est ça. Donc là, c'est un oral où c'est 20 minutes, si je me souviens bien. Et on s'est préparé avec Stéphanie, parce que évidemment, on sait que j'étais le plus jeune qui allait être devant les orales. On en avait conscience, on nous l'avait dit quand on était monté en plénière. Donc on s'était préparé, on pensait qu'ils allaient poser que des questions sur mon âge. Et sur moi en particulier. Donc elle m'avait posé tout type de questions, c'était préparé, on avait fait des séances de préparation. Au final, pas du tout. Pas du tout, vraiment. C'est-à-dire que juste, je suis rentré dans la salle, il y a eu un petit haut d'exclamation, et puis finalement, en fait, ils m'ont posé aucune question sur mon âge, ils m'ont traité exactement... justement, ils savaient que... Là, le but, si j'étais là, c'est parce que j'allais faire un film comme un autre réalisateur qui avait 30 ans. C'est-à-dire que le film, ils allaient donner de l'argent de la même manière qu'ils le donnent à un autre réalisateur, donc ils pouvaient plus... on s'en foutait maintenant que j'avais 17 ans. Fallait juste convaincre ou 30, ouais, maintenant, c'était est-ce que le scénario tient la route pour faire le film. Et alors, qu'est-ce qu'ils posent comme question? Par exemple, ils m'ont posé, j'ai une question qui m'avait marqué, c'était qui est le personnage principal de ton histoire? Parce que il y a Charlie, il y a Vincent, on sait pas de quel point de vue tu te mets. Est-ce que pour toi c'est une histoire à double point de vue? Est-ce que pour toi c'est Vincent le personnage principal? Est-ce que pour toi c'est Charlie? C'est pas comme ça qu'il a posé, hein, c'était plus intelligent. Mais en tout cas, c'était le sens de la question, par exemple, c'était ça, c'était plutôt ou alors quelles questions ils ont posées? Pourquoi il y a de la violence dans ton film? Pourquoi tu veux parler de la violence? Ça, c'était une question qu'ils m'ont posée. C'est des questions assez concrètes et assez en profondeur, hein. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment ils testent à quel point tu connais ton projet, à quel point tu as envie de le défendre, à quel point tu connais les thèmes dont tu parles. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que machin? Et bref, j'ai adoré faire ça. C'était 20 minutes, je me souviens. Et j'ai adoré. C'était génial parce qu'il y avait Justement, je pensais qu'ils allaient me réduire à mon âge, à me poser que des questions là-dessus. Au final, pas du tout. Et puis, c'était des questions intéressantes qu'on m'avait jamais posées, dont j'avais envie de parler. Et c'était super, et ils étaient super, et je me souviens que j'étais trop content d'être là, de le faire, et que moi je venais de passer les oraux du bac en plus.
C'était vraiment juste après, et donc... T'as tout cartonné cette année. En plus, j'adore les oraux. Pour le coup, ça, je suis fier, j'avais des trop bonnes notes aux oraux du bac, et je m'étais dit, bon, bah ça va, si j'ai fait les oraux du bac, je peux faire le rôle de l'avance sur scène. Oui. Au final, pas du tout, parce que c'était beaucoup plus impressionnant, et c'était des gens du cinéma, et bref, mais du coup, je m'inspirais, je me disais, allez, fais comme si c'était des professeurs d'espagnol, et voilà, je les regardais de cette manière. Technique. Quand vous allez au CNC, imaginez que c'est des professeurs d'espagnol. C'est des professeurs d'espagnol, au lieu de les imaginer. Bon, résultat, tu les as convaincus. On a eu l'avance sur recette et c'était formidable. C'est des sommes, hein, l'avance sur recette, c'est... 2 millions d'euros. Non, c'est en cent, mais c'est quand même en centaines de milliers d'euros, c'est-à-dire que... Ouais. C'est combien, oui, d'ailleurs, concrètement? Est-ce qu'on a le droit de le dire? C'est entre 300 000 et 500... L'aide, ils aident 5 projets. Donc sur 100 scénarios à la base, sur 180 scénarios à la base, 5 projets. Pour l'année non, dans chaque commission. Et c'est entre 300 000 et 600 000, je crois. Le max, ou c'est 500 000 le max. C'est ou 500 ou 600, bref. D'accord. Et du coup, c'est des sommes énormes. Et moi, j'avais 17 ans, hein, donc il fallait quand même dire on accepte de... Ça fait beaucoup d'argent de poche. Ils ont été, je trouve, très, très courageux. Je leur suis vraiment reconnaissant d'avoir accepté de soutenir le film. Moi, je voudrais que tu me dises, en gros, qu'est-ce qui a séduit ta productrice quand elle a lu la première version de ton scénario? Qu'est-ce qu'elle t'a dit en fait? Pourquoi tout d'un coup elle a voulu te rappeler? Qu'est-ce qui l'a séduite dans la lecture de ton scénario? Est-ce qu'il y a un élément? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ce qu'elle m'a dit... je vais reprendre ces mots parce que je me souviens que ce qui l'a touché beaucoup, c'était la relation entre Vincent et Charlie. Entre le frère et la sœur. Le frère et la sœur, cette relation de fraternité, ça lui plaisait beaucoup. Et quand même, on a réécrit, mais il y avait la plupart des scènes, c'est-à-dire qu'on a poussé les scènes, il y a eu un truc important qui s'est passé à la réécriture, mais la plupart des scènes qui sont dans le film existaient déjà à la V1, donc elle aimait l'ambiance des scènes, elle aimait ce qu'elle me disait, hein, elle aimait la façon dont c'était écrit, et surtout l'univers justement, le moodbook avait beaucoup servi, l'univers qu'il y avait autour. Elle avait vu mes courts-métrages, et elle m'a posé beaucoup de questions sur comment le film allait être, comment j'avais envie de le filmer, et c'était plutôt un tout, c'est pas vraiment, elle s'accrochait pas à tout prix au scénario, même si c'était ça sa condition, c'était qu'elle aime le scénario. Mais voilà, Ouais, non, mais vas-y. Non, mais c'est juste, par contre, en tout cas, il y a un truc qui a énormément changé, c'est il y avait une double temporalité avant dans le scénario. Ouais. Il y avait un présent passé, comme dans... ça n'avait rien à... Je compare pas du tout, hein, mais Mon Roi de Mai Wen, c'est... elle arrive, au début du film, elle arrive dans une clinique, et on voit au fur et à mesure, ça va dans le passé, et on voit jusqu'au moment où elle est arrivée dans cette clinique, pourquoi elle est dans cet état-là. Et c'était un peu comme ça. Enfin, c'était un peu... il y avait un point d'arrivée, et on retournait à la sortie de prison, et on voyait jusqu'à ce point d'arrivée. Et ça, c'est l'un des plus gros changements, parce que finalement, il n'y a pas eu tant de changements que ça, à part des améliorations. Le plus gros changement, c'est que ça a disparu, parce que le film n'est plus du tout une double temporalité, c'était extrêmement casse-gueule, et moi j'adore les retours des autres, je déteste, j'ai pas du tout envie de faire quand j'écris, j'ai pas du tout envie déjà, j'ai pas envie de me torturer pour écrire, ça je n'aime pas cette notion-là. Moi, hein, je dis pas que c'est pas bien, je dis que moi en tout cas, j'ai pas besoin de souffrir pour écrire, j'ai pas besoin de me sentir mal pour avoir une inspiration particulière. Au contraire, pour moi il faut être bien, j'ai besoin de me sentir bien. Deuxièmement, j'ai pas du tout envie de faire un film qui raconte ma vie, qui tourne autour de moi, ça n'intéressera personne. Et en plus... Oui, tu veux dire qu'on n'est pas obligé de vivre ce qu'on raconte. Voilà, c'est ça, et on n'est pas obligé de raconter... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas envie de raconter raconter ma vie, sur des lycéens, sur machin, donc j'adore avoir l'avis des autres, et j'aime vraiment rebondir là-dessus. Mais en tout cas, il y a une grande justesse au niveau des émotions dans ton film, et notamment, je pense à une scène, la scène du repas entre le père et son fils, où le père ne parle pas, et son fils lui dit... vas-y, parle-moi, et tout ça. Et est-ce que, par exemple, comment t'écris ce genre de scène ? Est-ce que c'est un petit peu du vécu ou c'est vraiment totalement inventé ? Parce que voilà, compte tenu de ton jeune âge, on a envie de savoir d'où vient cette maturité dans l'écriture. Non, c'est pas du vécu, j'ai un super papa, une super maman, donc tout va bien. Oui, il n'y a pas d'enfance. Non, il y a pas, j'ai connu, pas au sein de ma famille, mais j'ai connu la violence ou des choses comme ça c'est des choses
je viens du même milieu social que mes personnages, donc on a tourné là où je vis et tout ça, donc c'était des gens que je connaissais. Mais non, ça vient de... Je sais pas, ça vient de... Quand j'écris, j'ai toujours aimé inventer des histoires depuis que je suis tout petit. J'écris des... Mon père, il m'a ressorti des livres que j'écrivais quand j'avais 6 ans, que j'allais donner à mes camarades de classe quand j'avais des livres qui font genre 20 pages. Ça s'appelle Tom et Pirouette. Mais c'était des catastrophes. Mais en tout cas, bref, j'ai toujours adoré raconter des histoires et j'adore inventer des choses dans ma tête quand je marche, quand je suis à un café, quand je inventer la vie des gens ou tout ça. Donc, en fait, ça vient pas de... C'est pas des vécus personnels, même s'il y a des ressentis, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que l'histoire est très personnelle et pourtant, tu vois, il y a ma sœur, il y a Vincent, dans sa tête, il a 18 ans, on a le même âge finalement. C'est pas forcément... Ça paraît pas si personnel. Indirectement, tu t'inspires un petit peu. Mais oui, il y a des choses... Je me dis, moi, comment je... En fait, je me dis, moi, comment je réagirais si mon père, il me faisait... J'essaie de me mettre à la place des personnages et j'essaie de me dire comment un humain, juste, quelle serait la réaction d'un humain qui verrait face à son père et quelle serait la réaction d'un humain face à un fils qui sort de prison Et alors justement, par rapport à ces personnages que tu dois inventer, est-ce que pour t'aider, tu écris par exemple des biographies, des mini-biographies sur tes personnages? Est-ce que tu te fais des fiches de personnages? Ou alors quand tu... Enfin ça, je parle de ça, donc évidemment avant de te lancer dans la V1. Ou alors est-ce que c'est venu instinctivement comme ça, au fur et à mesure des scènes que tu écrivais? Non, j'avais fait... C'était pas vraiment des biographies, mais j'avais fait quelques lignes parce que je pensais que c'était un truc... Enfin, c'est hyper important, évidemment, mais je pensais que c'était incontournable, indispensable. Enfin, que c'était qu'il fallait vraiment faire des biographies, mais je savais pas qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans. Donc j'essayais de penser un peu au passé de mes personnages et tout ça, mais je me retrouvais à mettre il aime les yaourts, il aime les trucs, ce qui m'a servi à rien, mais si, peut-être finalement à comprendre mes personnages, mais ce que j'essayais, c'était vraiment de les construire l'un par rapport à l'autre. Et moi, quand je regardais les témoignages des prisonniers, j'ai jamais eu envie de savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait, pourquoi ils étaient en prison. Je voulais juste les regarder comme maintenant, c'est des gens qui ont purgé leur peine et qui sortent. C'est des humains comme les autres, et ils sont autant perdus que quelqu'un qui... Enfin bref, je voulais jamais les regarder pour ce qu'ils avaient fait, et du coup mes personnages, j'essayais de les voir au présent aussi, de comment est-ce qu'ils se sentent maintenant, et la prison, ça a été le trou. Ça a été le vide dans une vie. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'aussi c'est des personnages particuliers, c'est pas des personnages qui... C'est pas Charlie, elle a 24 ans, elle a vécu ce qu'elle a vécu. Mais en tout cas, tous les deux, ils ont un trou de 12 ans dans leur vie. Ils ont un trou de 12 ans d'inconnu et... Donc c'est pas... Je pense qu'on les construit pas de la même manière qu'un personnage d'une femme de 50 ans qui a vécu sa vie jusqu'à 50 ans. Là, Vincent, il a vécu sa vie jusqu'à ses 18 ans et puis il est rentré en prison, puis plus rien, jusqu'à 30 ans. Et alors, justement, là, je voudrais qu'on aborde vraiment concrètement le film, la réalisation de ton film. Est-ce que tu as fait, par exemple, un storyboard avant de te lancer dans le tournage? Non, j'ai fait... j'avais justement mon document avec mon découpage, qui était très littéral finalement, parce que c'était plan 1, portrait de Vincent, plan 2, portrait de Charlie, plan 3, contre-plongée sur la nuque de Vincent, plan 4... Plan 4, c'est insert sur Charlie qui passe sa main dans ses cheveux. C'était en même temps très très précis. Et on le retravaille. Après, je le présente à mon chef opérateur et on en parle ensemble de comment on va faire tout ça. Attends, pas de storyboard. Non, pas de storyboard parce que je dessine très mal. D'accord. Non, mais après, tu pouvais faire appel éventuellement à un storyboarder. Non, mais on n'avait pas de budget. D'accord. En plus... C'est pas obligatoire donc de faire un storyboard. Enfin, c'est pas forcément. Non, je trouve pas, c'est-à-dire que. À partir du moment où tu fais ton découpage technique. Oui, par contre, pour moi, ça me paraît assez. Il y en a qui arrivent à. Après, il y en a qui font même pas de découpage technique. Il y en a qui arrivent sans. Ce découpage technique, est-ce que tu le faisais juste avant le tournage, on va dire, ou déjà même à l'écriture du scénario? Du coup, non, c'était à l'écriture. Parce que c'était. Au même moment. C'était. En fait, non, après, il change au fur et à mesure, mais en tout cas. Quand j'écris une scène et je mets déjà et même des fois c'est avant le découpage, c'est ce que j'ai envie de voir dans la scène et comment la scène se construit autour de ce découpage. Mais bon, la plupart du temps j'écris la scène et juste après je fais mon découpage, et après il évolue à force de relire. Il est aussi influencé par les films que je regarde au moment où j'écris. Ça m'influence beaucoup, les univers que je regarde, les photos que je regarde au moment où j'écris.
Et il évolue ensuite pendant toute la préparation, et avec mon chef opérateur, quand on en parle, il change encore un peu. Mais c'est vrai que pour moi, par contre, le découpage, le storyboard, il était pas essentiel, mais là, le découpage, il était méga primordial. Et alors justement, pour faire ton découpage, on va dire, et pour trouver l'atmosphère visuelle, etc., de ton film, qu'est-ce qui t'a inspiré ? Est-ce que tu as quelques films qui t'ont inspiré pour celui-là, pour les drapeaux de papier ? Pour trouver un petit peu ton... Ben c'est pas vraiment un film en particulier, parce que j'ai pas trop de même de filmo, de réal ou quoi, c'est-à-dire que c'est plutôt un ensemble de films, de tous les films que j'ai pu regarder, les films que je regardais à ce moment-là. Je regardais les films de Jacques Audiard, je regardais les films de Gus Van Sant, je regardais les films de Xavier Dolan que j'ai découvert à ce moment-là. Je regardais les films de Terrence Malick qui m'inspiraient énormément. Ouais. Les grands angles viennent des... Tu vois, il y a des éléments qui viennent de certains films, genre le fait d'utiliser de très grands angles, du 20 mm ou même du 16 mm, ouais. Ça c'est Terrence Malick. J'adore quand... Je trouve ça fascinant, sa manière d'utiliser ce genre d'objectif, enfin ce genre d'angle, des courtes focales comme ça. Je trouve ça vraiment impressionnant. Et pour des scènes, même il y a des scènes qui ont été inspirées de ces films. Quand elle marche sur le terrain vague, c'était pas du tout écrit, mais c'était à ce moment-là, je vois la lumière qui est belle, je vois ce terrain vague et je me dis, on peut faire quelque chose... moi je peux faire un hommage au film que j'aime, mais ça vient surtout, les drapeaux de papier, ça vient surtout des photos de Nan Goldin. C'est une photographe que j'admire énormément. Elle était la principale présente dans mon moodbook, et la façon dont elle fait des portraits, la façon dont elle a des ambiances lumineuses précises, très chaudes et parfois beaucoup plus froides, ça vient vraiment de là. C'est-à-dire que souvent c'était marqué comme la photo de Nan Goldin, c'était marqué couleur chaude comme la photo de Nan Goldin. C'est l'inspiration. Ouais, il y a vraiment une scène, la scène après l'amour entre Vincent et Emma, spoil. En tout cas, c'est exactement le même cadre qu'une photo. Là, j'avais vraiment dit, je veux qu'on refasse cette photo. C'est-à-dire que j'ai écrit cette scène pour qu'on refasse cette photo. Parce que cette photo me bouleverse et que j'avais envie de la retrouver dans mon film, et elle me raconte tellement de choses que je me disais, la scène pourra raconter autant de choses que la photo me raconte. Et c'est un moment important pour le personnage de Vincent. Et du coup, on a fait, avec le chef-op, il a fait exactement la même lumière. Enfin, exactement. C'est-à-dire qu'elle a un niveau tel que on ne peut pas égaler ça, mais en tout cas, essayer de la faire à l'identique, les mêmes positions des personnages et tout ça. Il y a des scènes qui viennent de photos. Et est-ce que tu as répété avant le tournage avec les comédiens? Vous avez fait par exemple des séances de lecture? Et on a fait une lecture où il y avait Guillaume Brix, Noémie Merlan, Sébastien Ambani, Alison Paradis, où ils étaient là tous les quatre. Il n'y avait pas Jérôme Kircher, il n'était pas là pour l'acteur du père. On n'a fait qu'une seule séance, mais en fait déjà c'était une envie, déjà un manque de temps. On n'a vraiment pas eu le temps de préparer. Le film, on a su qu'on allait le faire un mois avant. On n'a pas eu le temps de prépa. On a l'envie, on n'avait tous pas envie de faire des répètes, on avait tous envie que le film se passe au présent, notamment Noémie Guillaume qui déteste vraiment il déteste, mais en tout cas quand ils peuvent ne pas en faire, ils m'ont toujours dit qu'ils préféraient ne pas en faire des répétitions. Les répétitions, les lectures et tout ça, donc on a juste fait une lecture. Oui, je dis ça parce que souvent quand on tourne un film, donc on fait des séances de lecture, etc., des répétitions avec les comédiens autour d'une table, et souvent le scénario change juste après ces séances. Évolue un petit peu, on réarrange les dialogues pour que ça corresponde peut-être plus au comédien, au style du comédien. Donc du coup, le scénario est resté tel quel. Non, du coup, la séance de lecture a énormément aidé. C'est-à-dire que même si on n'avait qu'une, ça nous a permis de passer sur tout le scénario et de changer des trucs. Il y a eu des changements alors. Des adaptations, Et c'était plutôt. C'était des dialogues alors. Et encore, il y avait quelques adaptations de dialogues, mais j'avais écrit en pensant à Noémie, par exemple. Ouais. Et j'avais écrit, et dans ma tête, secrètement, j'osais penser à Guillaume. Enfin, je n'osais pas penser à Guillaume consciemment, mais je sais qu'il trottait dans ma tête parce qu'il avait fait plein de films. Je me disais qu'il accepterait jamais, mais bref, j'avais leur image en tête, et j'ai la chance que ce soit pas forcément des, ça va être très péjoratif ce que je vais dire, alors que vraiment pas du tout, mais c'est pas des bourgeois parisiens, Guillaume et Noémie, donc ils avaient finalement ils parlaient à peu près de la même manière que les personnages que j'avais écrits déjà, et en fait finalement les dialogues leur correspondaient vachement. C'est-à-dire que souvent, ils changeaient pas vraiment les dialogues. Et au contraire, ils
il se les appropriait dans les intentions, mais il changeait très peu les dialogues et c'était génial de travailler avec eux, c'était génial. Et j'ai appris que c'est toi qui t'es occupé du montage du film. Donc tu as géré ça, toute cette partie seule, c'est ça ? Ouais. Bon, déjà question, sur quel logiciel t'as monté le film ? Sur Premiere. Sur Premiere, Ouais. Adobe Premiere Pro. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est pas moi qui l'ai choisi. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait un monteur à la base sur le film. Parce que généralement on monte pas sur Avid ou des choses comme ça. On m'a dit que c'était plutôt sur Avid, mais moi, à la base, moi je montais mes courts-métrages sur Final Cut. Ouais. Mais on m'a dit que non, dans le milieu professionnel ça ne se faisait pas, donc bon, c'est pas grave. Ouais. Mais en tout cas. C'est marrant, il y a 10 ans c'était l'inverse. On disait il vaut mieux monter sur Final Cut que sur Premiere. Ah ouais? Ouais. Ah Bon, enfin, je pense que j'étais trop petit pour le savoir. Donc on pouvait pas je pouvais pas leur dire ça, je pouvais juste leur dire d'accord. Et en fait, à la base, il y avait un monteur sur le film, mais qui a finalement juste dérushé et... Mais il était quand même avec toi au moment du montage, non? Non, pas du tout, parce qu'en fait, finalement, très vite, j'ai compris que j'arrivais pas, il était très, très bien, mais j'arrivais pas à lâcher le montage, en fait. Et avant qu'il commence, finalement... Et t'as réussi à convaincre ça a été la prod de ça te n'a pas laisser... été facile, Ah ouais. évidemment, parce que Stéphanie, c'est normal, elle a des craintes, et un monteur, c'est génial, en plus de travailler avec un monteur, donc... Ouais. C'est juste que, mais j'ai, à force de... ben, comme pour envoyer le scénario, hein. Par contre, quand je veux quelque chose, c'est-à-dire que justement, mes parents, ils m'ont jamais pourri gâté ou quoi que ce soit, et c'est toujours... j'avais pas forcément... Par exemple, c'est débile de dire ça, parce que c'est pas être pourri gâté que d'avoir de l'argent de poche, mais par exemple, j'avais pas d'argent de poche. Je vois, c'était vraiment quand je voulais un truc, je me concentrais sur ce que je voulais, et je demandais jamais plein de trucs. C'était par exemple, je voulais... une Nintendo, c'était vraiment, j'attendais Noël pour avoir ma Nintendo, où je parlais avec mes parents, c'était la négociation des trucs, et ils m'ont jamais... Ça a jamais été facile. Ils me privaient jamais de rien, mais en tout cas, ils m'ont jamais... c'était pas... Bref. Ce qui fait que, quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'obtenir. Et du coup, le moment où j'ai su que je ne voulais pas faire le montage du film, que je voulais faire le montage du film, absolument. et que je voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, bah, j'ai tout fait pour lui faire comprendre à Stéphanie que... Mais j'ai la chance qu'elle soit très ouverte en plus, Stéphanie. Donc elle m'a dit ok, si tu le sens. Enfin, je lui ai montré une scène du film que j'avais montée. Elle m'a dit... Elle a été convaincue. Ouais, voilà, elle a été convaincue. Et elle m'a laissé le faire. Et finalement, du coup, j'ai monté le film tout seul. Et alors, je voudrais juste parler d'un élément du film, la musique. La musique qui est très belle, qui est composée par Mathieu Otto. Voilà. Comment tu l'as rencontré, par exemple, ce compositeur ? Je ne l'avais pas rencontré, en fait. C'est-à-dire que à la base, il ne devait pas avoir de musique originale sur le film. C'était de la musique déjà composée. C'était de Daniel Lanois, que c'est un compositeur que j'adore. Bref, mais il se trouve que sa musique coûtait finalement très très cher. Enfin, très très cher. Elle coûtait un certain prix qui était en dehors de notre prix, qui n'était pas forcément très cher, mais qui était en dehors du budget, parce qu'on n'en avait pas. Enfin, on en avait très peu. Du coup, bref, Stéphanie, à ce moment-là, alors que toutes ces dames me dit ça va pas le faire, on pourra pas, et on a reçu le devis de ce que ça coûte, les musiques de Daniel Lanois, et ça ne marchera pas avec le film. Et donc elle m'a dit il faut trouver un compositeur. Et je venais d'aller voir un film qui s'appelle Mobile Home, qui était au cinéma, de Vladimir de Fontenay, que je trouvais sublime. Et bref, j'étais retourné le voir, le film, juste pour enregistrer la musique sur mon téléphone, parce que je la trouvais pas sur internet et qu'elle m'inspirait pour écrire. Et j'étais retourné le voir la deuxième fois pour enregistrer toutes les musiques sur mon téléphone, et c'est le lendemain que Stéphanie m'a dit il faut trouver un compositeur. Et je venais de faire ça, et j'ai dit je veux que ça soit lui, c'est mon coup de cœur à ce moment-là. Et j'ai vu qu'il avait fait qu'un ou deux longs métrages, je sais plus, et du coup je m'étais dit c'est lui. Par chance elle connaissait la coproductrice française de Mobile Home. Elle m'a donné le mail de Mathieu Otto. Je lui ai envoyé un mail et je lui ai proposé le film, je lui ai envoyé un lien, et ça lui a plu et on s'est lancé. Mais on s'était jamais vu. On a travaillé à distance. D'accord. Parce qu'il est canadien. D'accord, ouais. C'est pour ça. Et du coup, voilà, vous êtes vu après quand même, non ? Même pas ? Non, on s'est même pas fait de fast time. Tout a été fait à distance. Ouais, tout a été fait à distance, c'est-à-dire que... Tu lui as envoyé des morceaux de musique mais il y avait déjà du coup de la musique, il y avait la musique de Daniel Lanois, du coup témoin sur les images. Du coup, il avait déjà de la musique. Et moi, j'avais mon idée en tête très précise, et il faisait le style de musique que j'adorais. Moi, c'est la musique que j'écoute dans la vie de tous les jours, ce genre de musique. Donc, je lui disais, on a été d'accord sur les groupes qu'on aimait. Lui, c'était la musique qu'il avait fait pour Mobile Home, et j'aurais même pu prendre la musique de Mobile Home sur le film, ça marchait. C'est-à-dire que je lui disais, c'est exactement ce que j'adore. Ouais. Donc, il a fait un super travail, ça allait très très vite, et on s'était jamais vu. Et au final, je l'ai rencontré pour la première fois quand on a présenté le film au Canada. C'est un pur gothique. Enfin, pas un gothique, mais il est génial, il est hyper surprenant, je m'attendais pas. Et c'est pas un gothique, c'est juste par exemple, il a du vernis noir et tout.
Et ce que j'assimile gothique, alors pas vraiment, mais bref, il a une vraie personnalité que je m'attendais pas du tout à ça. Et il est formidable, et au final, je me suis dit, je pense que c'était bien, c'était comme un travail à l'aveugle, c'était genre The Voice. C'était un peu des auditions. D'accord. On ne se connaissait pas, on ne se voyait pas, et juste, il n'y avait aucun a priori sur ce qu'il avait pu faire ou ce que j'avais pu faire. En fait, c'était juste, on partait neutre chacun sur. Comme ça, c'était trop cool. J'ai adoré travailler avec lui. Et je voudrais maintenant aborder ton avenir, parce qu'il me semble que tu es sur un nouveau projet avec la scénariste Audrey Diwan, c'est ça, celle qui a écrit Ami, c'est ça. Elle a participé à l'écriture, je crois. Elle a pas écrit, elle est venue. Elle a collaboré au scénario, La French. Ouais. Et donc tu es en train de travailler avec elle déjà, ça a commencé. Ouais, ça a commencé. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet comment tu abordes la coécriture, vu que jusque-là tu as écrit tout seul. Mais est-ce que en gros tu dois un petit peu réadapter tes techniques d'écriture, vu que tu dois collaborer avec un autre auteur, on va dire. Mais c'est sûr que c'est très différent, mais c'est-à-dire que là je voulais écrire avec quelqu'un, je m'étais mis en tête, j'avais envie de confronter à quelqu'un, j'ai envie d'écrire avec quelqu'un, bref. Audrey, je l'ai rencontrée par hasard, on a eu l'avance sur recette en même temps, on était au cocktail de l'avance sur recette en même temps, et on commençait notre tournage le même jour. Parce qu'elle faisait son premier film aussi, elle a fait son premier film. Il s'appelle Mais vous êtes fou, qui est trop bien. Bref. Et du coup, complètement par hasard, on s'est rencontrés. Et en fait, moi, je lui ai parlé de mon idée et je savais pas qu'elle coécrivait des films, enfin qu'elle était scénariste à la base. Et elle m'a dit, mais tu sais que moi j'écris et envoie-moi quelque chose. Et en fait, je me suis dit, c'est au moment où je cherchais une co-scénariste et je me suis dit, ce serait génial que ce soit elle. Bref, elle a accepté, mais en tout cas, oui, c'est sûr que c'est très différent. C'est génial, j'adore écrire avec elle. Bon, je pense que c'est parce que c'est Audrey aussi qu'elle est extrêmement intelligente, extrêmement perspicace, qu'elle a toujours le doigt là où il faut et tout ça. C'est peut-être pas pareil avec d'autres, mais en tout cas, bref, ce qui a changé, c'est qu'elle m'a appris, en tout cas, déjà qu'est-ce que c'était exactement les 3 actes, à quoi servait le fait qu'un scénario soit découpé en 3 actes, les momentum qu'il fallait mettre à chaque endroit. En fait, elle m'a appris elle m'a appris concrètement à quoi servait chaque chose dans un scénario, à créer des moments forts, à créer des moments de tension. C'est-à-dire parce que je dis pas que dans les drapeaux de papier il y en a pas parce que machin chose, c'est juste que là c'est un film de genre, donc je parle des moments forts dans les films de genre. Ça serait un film de genre c'est un film de genre sur lequel tu travailles. Là on a bientôt fini, ça se passe hyper bien et c'est Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots on est dans quel univers on est dans c'est pas vraiment un film de genre, c'est-à-dire que c'est un drame familial qui va petit à petit vers le genre. C'est l'histoire j'en dis vraiment très peu parce que je suis très superstitieux. Nous dis rien sinon si tu veux. Mais non, c'est juste c'est comment une famille. Il y a un peu de fantastique, ou plutôt de l'horreur. C'est juste très très brièvement et très grossièrement, c'est une jeune fille qui a ses règles très tard et qui vit ça comme un événement assez traumatisant et qui de ce moment-là est persuadée qu'elle est en train de se transformer en animal. D'accord. Voilà, on s'arrête là. C'est un film assez étrange. En tout cas, vas-y, c'est un film assez étrange. C'est assez particulier, un univers vraiment très différent des drapeaux et en même temps assez proche dans certains points. Et surtout, c'est moi qui vais le réaliser, donc ça va ressembler quand même. Mais, j'espère. Mais en tout cas, tu retrouves tes premiers amours, qui étaient le cinéma un petit peu d'horreur, le cinéma de genre. Ouais, il y a de ça, c'est-à-dire que ça va pas vers le film d'horreur, mais en tout cas, j'adore, justement, j'avais envie de combiner ma passion pour le cinéma intimiste, pour les drames, comme les drapeaux, enfin les films dans ce genre-là, et le cinéma de genre. Et le cinéma de genre d'auteur, en plus, maintenant on a le droit d'en faire. C'est-à-dire que. Il y a eu le film Grave, qui va peut-être ouvrir la voie justement à ce genre de cinéma. Enfin, Grave, c'est le cas de le dire. Ouais. Parce que avant ça, c'était pas possible, je le sais parce que j'avais écrit un scénario, j'avais une idée d'un scénario un peu plus fantastique et tout ça, et on m'avait dit non, en France tu peux pas faire ce genre de film. Et quand on était en financement des drapeaux, véridique, Grave venait de sortir, on était en financement des drapeaux, et alors qu'on m'avait dit que faire un film fantastique c'était impossible, on disait pourquoi t'écris pas un film fantastique. C'est tout comme quoi, le marché, bref. Mais du coup il y a une porte qui s'ouvre et moi j'adore ce cinéma. Et c'est de là que je viens, et donc j'avais envie de lier les deux, et c'est ça que ça s'appelle Sublime pour l'instant, mais c'est un titre de travail.
Mais bref, c'est ça que tourne autour de Sublime, et c'est très dur à écrire parce que c'est justement très psychologique. C'est pas du tout un film d'horreur slasher grossier machin. C'est c'est très 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 psychologique, donc c'est très dur à écrire. Mais c'est génial, d'écrire avec Audrey c'est génial, et écrire à deux c'est très différent d'écrire tout seul, je trouve, hein, parce que on n'est pas directement confronté au regard de quelqu'un quand on écrit tout seul, et là il faut toujours attendre l'approbation, et en même temps c'est génial, c'est-à-dire qu'on se nourrit des idées de l'autre, et on rebondit et sur ce que pense chacun de chaque scène. C'est vraiment hyper intéressant. Vous voyez à chaque fois que vous devez écrire, ou chacun écrit un peu de son côté, vous envoyez? Non, c'est-à-dire que c'est moi qui avais le clavier pour les premiers moments, et on s'est désalé. En fait, on s'est vu 3 fois pour chaque acte. On a posé des post-it, et c'est moi qui avais le clavier pour mettre tous ces post-it sur la première version, sur la V1. Ouais. Donc on a fait ça, on a fait 3 réunions de travail, une pour chaque acte, parce qu'Audrey aussi va très vite, et on n'aime pas perdre de temps. Elle est un peu comme moi, donc on a fait une première réunion, on a mis tous les post-it de l'acte 1, une deuxième réunion, on a mis tous les post-it de l'acte 2, parce qu'on travaille en post-it. D'accord, des post-it quoi, sur des murs, des post-it sur des murs, post-it qui est un post-it pour chaque scène. D'accord. Et un couleur pour Suzanne seule, Suzanne en famille, les thèmes que ça aborde, tout ça. C'est Suzanne, c'est le personnage principal. Des post-it de couleurs différentes en fonction de... de couleurs différentes en fonction de est-ce que c'est quelque chose qui se rapporte au personnage lui-même, parce que c'est vraiment un film du point de vue d'un personnage. C'est-à-dire que dans toutes les scènes, le personnage est là. Et bref, on a fait une réunion pour chaque acte, et après j'ai mis tout ça sous une forme de première version. Et de cette première version, on a fait plein d'allers-retours. On s'est revu 3 fois pour faire la V2, pour restructurer tout. Et bref, et c'est génial. Étape par étape. Étape par étape, et maintenant on tient un peu tous les deux le clavier, c'est-à-dire que maintenant on fait des allers-retours. Maintenant c'est vraiment, on stabilote des trucs en jaune à chaque fois pour chaque aller-retour, et chacun rebondit sur ce que fait l'autre, et voilà. Et là on arrive à la fin. Enfin. Ouais. Et écoute, j'ai une dernière question pour toi. Voilà, si tu devais donner un conseil à un jeune scénariste comme toi, qui voudrait débuter dans le métier, se lancer, quel conseil tu lui donnerais? Voilà, si tu pouvais, tu peux t'adresser à lui directement en regardant la caméra. Voilà, quel conseil tu donnerais à un jeune scénariste de 18 ans, de 17 ans, même de 16 ans, pourquoi pas, qui voudrait se lancer dans le métier de cinéma? C'est pas facile, mais c'est surtout que les conseils qui me viennent, ça fait hyper phrase qu'on trouve dans les paquets de céréales ou des magnettes de frigo, quoi. C'est parce que c'est juste... Crois en tes rêves. Mais non, c'est pas ça, c'est juste travail. En fait, je pense que c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le milieu du cinéma, si on n'y est pas, même si on y est né d'ailleurs, ça marche pas comme ça, mais personne viendra te chercher, ça c'est sûr. Donc, sauf miracle, mais ça m'étonnerait, mais en tout cas, personne vient nous chercher, et ça ne tient qu'à nous l'envie ne tient qu'à nous, et la potentialité d'y arriver, c'est nous qui mettons le plus de chance dedans. Donc c'est vraiment, je pense que le plus gros conseil, c'est de travailler, d'être convaincu de son idée, d'être convaincu que c'est ça qu'on a envie de faire, de se dire que des murs on s'en prendra, mais que c'est pas grave, parce que ça fait mal 2 minutes et après on s'en remet. Ouais, je sais pas, c'est la persévérance et le travail, surtout, vraiment, c'est de travailler d'arrache-pied, c'est vraiment de travailler le plus possible, et de se dire et de se persuader que, enfin, d'être incollable sur son projet, d'être le plus convaincu possible, parce que si toi déjà t'es pas convaincu, ça va être très dur de convaincre les autres. Ouais. Je pense. Voilà, c'est travailler du matin au soir. Eh ben écoute, merci beaucoup Nathan pour cette interview. Continuez à fréquenter les salles obscures et allez voir les drapeaux de papier au cinéma qui est sorti donc le 13 février. Allez voir les drapeaux de papier. Voilà, et surtout continuez à lire des scénarios, et rendez-vous pour un prochain numéro de Secret de scénariste. Merci Ciao. beaucoup. Voilà, j'espère que ce 9e numéro de Secret de scénariste vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de la Guilde française des scénaristes. Vous y trouverez régulièrement des nouvelles vidéos sur le cinéma en France. Et n'oubliez pas également d'aller sur le site de la Guilde, où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français, ainsi qu'une Writer's Room, un centre de ressources sur l'artisanat de l'écriture. Enfin, je vous propose des critiques de films sur ma chaîne YouTube The Film Talker, donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à vous abonner. Secret de scénariste épisode 9, c'est terminé, à très bientôt.